Belia mamaila, 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 Belia mamaila, la poésie nage. Belia mamaila, Ma vini pour nous parler, Belia mamaila, ma vini pour nous causer. Belia mamaila, Ma tête en a résilda, Belia mamaila. ma tête en a grande nouvelle. Tout d'abord, il faut définir le mot sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, c'est le fait de fournir une alimentation en quantité, mais également en qualité, et que cette alimentation soit suffisante pour tous. Il faut donc produire plus et mieux répartir cette production sur les pays de la planète. Certains pays sont en autosuffisance alimentaire. L'autosuffisance alimentaire, c'est la sécurité totale du point de vue de l'alimentation, et cette sécurité, elle est permise par la production du pays. Ils n'ont pas forcément besoin d'importation pour pouvoir assurer cette sécurité. Ils sont donc indépendants. L'agriculture est intensive, elle est moderne, mais elle emploie peu d'agriculteurs, environ 3%. C'est l'exemple notamment de la France. Deuxième cas, des pays sont en situation de dépendance alimentaire. Ces pays ont une agriculture productive, mais qui ne produit pas assez pour nourrir toute la population. Ils ont donc besoin de faire appel aux importations pour compléter leur production alimentaire. C'est le cas notamment du Japon. Troisième cas, les pays qui sont en insuffisance alimentaire. Ce sont majoritairement des pays pauvres dont la production agricole n'est pas suffisante pour assurer la sécurité alimentaire du pays. Cette agriculture est marquée par un grand nombre d'agriculteurs et souvent une agriculture vivrière, c'est-à-dire qui sert à faire nourrir la famille, mais cette agriculture produit peu. Ils ont donc pour obligation d'appeler à l'aide internationale ou de faire appel à des dons. Il existe des inégalités alimentaires. On dénombre encore 800 millions d'êtres humains qui ne sont pas encore assez nourris. En effet, 11% de la population mondiale est sous-alimentée. Il existe également des mal nourris, du fait notamment de la cherté des prix agricoles et des prix de l'alimentation en général. Ce sont des populations qui ne peuvent pas assurer leurs différents besoins nutritionnels. Cette sous-alimentation est causée en grande majorité par la pauvreté. Elle touche les pays du Sud. La malnutrition, quant à elle, touche à la fois les pays du Nord, mais également les pays du Sud, soit parce que les populations ne peuvent pas assurer leurs différents besoins nutritionnels, soit qu'ils mangent avec excès. Savez-vous que depuis 2015, la faim est à nouveau en augmentation ? Aujourd'hui, 1 personne sur 9 dans le monde souffre de la faim. La majorité de ces personnes malnutries sont les petits agriculteurs et les pêcheurs eux-mêmes, bien souvent des femmes, qui n'arrivent pas à vivre de leur production. La cause ? Notamment l'Europe, qui continue de déverser ses excédents à bas prix en Afrique. Mais aussi l'accaparement des terres des petits paysans au profit de gigantesques monocultures de soja ou de palmiers à huile. Cette agro-industrie est aussi une cause importante de pollution et elle appauvrit les sols. On continue comme ça ou on change ? L'agriculture écologique et familiale offre une solution crédible à la malnutrition, à l'opposé de l'agriculture agro-industrielle qui concentre la production entre les mains de quelques-uns et surexploite les terres. La communauté scientifique est unanime. L'agriculture familiale est à même de nourrir 12 milliards de personnes sur la planète. Do you know how much water it took to produce this hamburger? 2,393 litres. What about those chips on the side? How do the products used to grow the potatoes affect pollinating insects and human health? From feeding and transporting cattle to processing food, the way we eat today is not sustainable. The EU wants to make Europe's food supply chain more viable with the new Farm to Fork strategy. That means protecting the environment, biodiversity, farmers and people's health. Parliament wants to be even more ambitious. We want to do more on the question of
food security in the European Union. We want to do more of the question of self-sufficiency, and we want to bring in the lessons learned from the COVID-19 crisis when it comes to food supply. Farmers are at the start of the agri-food supply chain. MEPs want to support them along with fisheries and fish farms during the transition towards sustainable agriculture. Unsustainable food production is a danger to human health, but also to animal health. It's a danger to our environment. We have to start producing our food in a more sustainable and green way. Parliament wants to reduce dependence on pesticides and stop the degradation of farmland. Another challenge that the EU is set on tackling through a more modern approach to food production is food waste. 88 million tonnes of food is thrown away in the EU every year. Parliament wants to cut that in half by 2030. Souveraineté chez nous, charité au Sud. Voilà, en résumé, la stratégie européenne sur le sujet alimentaire. La souveraineté, c'est la base d'une société résiliente. L'autonomie alimentaire, c'est le standard minimum auquel tous les pays du globe devraient avoir droit. De même, éradiquer la faim dans le monde d'ici 2030, comme le porte l'ONU, n'est pas une option, mais une obligation. Mais ces objectifs resteront inatteignables tant que l'Union européenne continuera à défaire d'une main ce qu'elle prétend construire de l'autre. Officiellement, l'Union œuvre pour le bien de l'humanité, mais concrètement, elle incite ses agriculteurs à exporter massivement à coût de subventions, notamment au Sud. Une stratégie qui contribue à éradiquer le tissu agricole nourricier local et qui organise la dépendance à notre charité bien mise en scène. J'aimerais savoir, Monsieur le Commissaire, comment la Commission compte réorienter sa politique commerciale pour soutenir la transition mondiale vers des systèmes agroalimentaires durables, conformément à la stratégie Farm to Fork. Les agriculteurs doivent, impérativement changer de modèle technico-économique, puisqu'on est en train de sortir d'un modèle, c'est ce qu'on appelle la transition alimentaire, qui est le modèle agro-industriel, donc intensification chimique, mécanisation, OGM, etc., qui est refusé aujourd'hui par le citoyen, le consommateur. Il n'y a qu'à voir l'explosion du bio un peu partout dans le monde. Alors ça signifie que ce modèle n'est plus accepté par la société. Et en conséquence, les agriculteurs de demain ne seront pas les agriculteurs agro-industriels, ni les agriculteurs de grand-papa, avec le système de polyculture-élevage du Massif central. Ce ne sera pas du tout ça. C'est ce que j'appelle l'agriculture post-moderne. Alors qu'est-ce que c'est que l'agriculture post-moderne? C'est l'agroécologie. L'agroécologie, ça veut dire que je combine les productions végétales entre elles, c'est-à-dire qu'au lieu de faire blé sur blé, on va faire du blé associé à une légumineuse et on va associer l'agriculture à l'élevage pour des questions de fumure organique, etc. et aussi à la forêt. L'agroécologie, c'est la combinaison des trois composantes, le végétal, l'animal et la forêt. C'est extrêmement important. Alors évidemment, ce n'est pas chaque exploitation agricole qui va pouvoir faire ça. Mais dans le cadre d'une micro-région, en France c'est un canton, un arrondissement ou peut-être même un département, lorsqu'il y a une certaine homogénéité agroclimatique, et c'est là qu'on va mettre en place l'agroécologie. Et alors ça va être couplé avec une autre évolution, c'est le numérique. L'agriculture de demain, encore une fois, ce n'est pas le retour au cheval de labour, mais ce sont les robots, d'une part, parce qu'on a un gros problème de main-d'œuvre agricole, et puis c'est le numérique pour la gestion des parcelles, la gestion des entreprises agricoles, etc. Donc la combinaison des deux fait que ce métier, considéré comme ringard aujourd'hui, va devenir un métier fabuleusement moderne dans l'avenir. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de néo-ruraux et de diplômés de l'enseignement supérieur, y compris des écoles de commerce, qui s'installent dans l'agriculture ou la restauration. Donc il y a un attrait du système alimentaire pour ces nouveaux entrepreneurs et c'est formidable. Qu'est-ce qui explique que nous soyons aussi loin des standards nationaux? Je pense que c'est
Bon, cette question-là a plusieurs faces qu'il faut définir, en fait. Bien sûr, on va revenir sur l'histoire, mais... Question compliquée, multiple Oui, réponses. c'est une question multifacette, puisque là encore, il y a quelque chose à dire. Il faut aller jusqu'au bout de la logique. On en parlait avec François, d'ailleurs. On est autonome au niveau des œufs, mais s'il faut faire rentrer les poussins, on n'est pas autonome. Voilà, c'est aussi violent que ça, mais ouais. Mais théoriquement, des œufs. Oui, on peut faire des écloseries et le reste c'est tout. Mais c'est pour ça que je parle qu'il faut accompagner la démarche toujours jusqu'au bout. C'est-à-dire c'est bien d'avoir des œufs, mais une fois que les poules ont 3 ans et voilà, baisse de ponte, eh ben, si tu n'as pas d'écloserie, tu n'as pas un système et le reste c'est tout, eh ben, tu es obligé de faire revenir des poussins. Et puis, voilà. Bon, je vais jouer le provocateur. Oui, vas-y. Est-ce que c'est une question... Je regarde la salle pour voir s'il n'y en a pas trop. Non, ça va. Est-ce que c'est d'abord une question de volonté politique? C'est une question magistrale et c'est une question de volonté sociétale et politique. Voilà ce qu'on appelle une réponse embarrassée. Voilà. Non, pas embarrassée du tout, c'est politique à 100%. Mais politique, ça veut dire quoi? Politique, ça veut dire pas forcément seulement les politiciens, c'est quelle politique on veut, en fait. C'est la politique, le politique, enfin, dans le sens large, c'est-à-dire on est héritier d'une situation, tu dis de parler franchement, mais on est d'une situation économique en retirant tous les sentiments qui sont autour, un régime économique post-colonial, d'accord? Donc un régime post-colonial, c'est simple, une colonie, une métropole, donc il y a un système de fonctionnement, on peut donner la Lune et la Terre, par exemple, demain. Demain, on envoie tout ce qu'elle veut à la Lune, et la Lune, on prend que du granit, je ne sais pas trop. Donc si on reste dans ce schéma-là, ça ne peut pas fonctionner, en fait. Donc maintenant, on part de plus loin que d'autres pays, qui eux n'ont pas cette logique-là. Donc il faut reprendre une logique sérieuse, se regarder des doigts dans les yeux, se dire, bon, qu'est-ce qu'on veut pour notre territoire? Et j'ai envie de faire une petite digression. En fait, c'est un peu comme l'urgence climatique. Là, on est tranquille dans une salle en train de parler, on se pose des questions, mais en fait, on est peut-être à l'heure du choix, de la décision et tout, va s'imposer à nous demain, en fait. Les autres pays sont en train d'organiser la sécurité alimentaire pour leur propre pays. Ici, en Martinique, il faut pas, l'histoire nous l'a rappelé, on est une île. Donc, en fait, ce qui paraît être toujours de l'ordre du choix et tout sera une obligation demain, en fait. Donc, quand tu parlais de fantasme, eh ben, on va pas... D'accord, on a bien compris qu'il y a un cadre, on va dire, institutionnel, juridique, sur lequel il vaut mieux enfin pas forcément trop s'étendre, mais dont il faut tenir compte. Et ce cadre-là, il faut juste, on l'a posé depuis, à travers tous les livres qu'on a envie. Maintenant, ce cadre-là, il faut changer de modèle tout simplement, sans sentiment, sans, je dirais même négociation, c'est juste changeons le modèle agroalimentaire qu'on veut, c'est pour ça que je parle de souveraineté alimentaire, et dirigeons-nous sérieusement vers justement cette souveraineté alimentaire si on la veut. 80% de ce que nous consommons en Martinique vient de l'extérieur. Donc il faut absolument monter, on a 20% donc, à environ 40-50%. Pour monter à ce stade-là, il fallait déclarer l'autonomie alimentaire comme une priorité majeure. Ce que nous avons fait, il y a eu un vote qui a eu lieu à l'Assemblée de Martinique, on a mis une stratégie d'autonomie alimentaire. Pour réussir cette stratégie? Quelle stratégie? Sa stratégie, c'est d'organiser l'implantation de jeunes agriculteurs beaucoup plus massivement, accompagner ces jeunes agriculteurs sur le désenclavement des terres, sur la mécanisation. Ça se fait actuellement? C'est ce que nous sommes en train... Ça se fait, mais il faut l'amplifier. L'accès des jeunes agriculteurs aux terres, c'est très limité. Et les transmissions, c'est très limité. Et surtout, organiser la commercialisation des produits, mais aussi la recherche, développement scientifique pour protéger les productions. L'INIAM est très touché par des maladies. Si on n'a pas la puissance techniques pour accompagner la production du lait, notamment sur ce qui peut être le bio en termes de traitement biologique, et ça peut être court terme. Il faut assurer la longévité de la production de chaque produit, yam, patate douce, dachine, etc. Et il faut absolument qu'on ait aussi une commercialisation, un peu comme la banane, une unité qui rassemble les producteurs, les productions, qui paye directement les agriculteurs, et on s'occupe de la commercialisation intra-pays, c'est-à-dire dans le pays, dans les marchés. Ça s'appelle un MIR, marché d'intérêt régional, comme on registre à peu près, et assurer l'exportation de nos produits. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai signé avec Valérie Pécresse une convention pour que nos productions diversifiées se retrouvent dans des cantines des lycées. Okay, next question. Explain economic development.
The Cambridge Dictionary defines economic development as the process in which an economy grows or changes and becomes more advanced, especially when both economic and social conditions are improved. Yeah, that doesn't help, does it? Who are you? I'm Dana. You can think of me as your tutor. Do you know what economic development is? Rather than tell you what economic development is, why don't I show you? Follow me. Have fun, buddy. Would you like an ice cream? Yes. Ice cream. That's economic development. You see this ice cream shop? The owners moved to this country just a few years ago with the dream of opening this place. They use local milk directly from area farmers. When locals and tourists buy that ice cream, the owners make more money. And then they pay their employees, who spend that money in this city. Thanks. That's economic development. Economic development tastes good. Yes, it does. It turns out the ice cream is so popular, they opened an ice cream factory. We call that business retention and expansion. And they hired people with expert skills in ice cream from all around the world. Their ice cream has now gone international. Many of these people moved here from all over the world to work for this ice cream company. We call that talent attraction. Our city has become so well known for ice cream that we recently got a new slogan. I now declare our city the ice cream capital of the universe. Now we get to tell everyone how cool our city is, which is great for tourism. This year, our city is hosting the International Association of Ice Cream Makers Convention. Thousands of people are coming here to learn about it. And because we're so well known for ice cream, companies from around the world have moved here too, so they can get a scoop of the action. We call that foreign direct investment. We were able to convince an international cone company to move here to make cones for all the ice cream we're selling. Well, it only makes sense to be where the ice cream is. Besides, this city has a great quality of life. What does quality of life mean? Good question. For economic development to happen, a city has to provide things that make people happy. People that work here want to enjoy their life. They want nature, things to do, good schools, and community. I love this place. So, do you understand what economic development is now? Yes, it all starts with ice cream. Right. And making the place you live awesome. Great answer. My work here is done. Des plantations de bananes, de canne à sucre qui s'étendent sur des milliers d'hectares en Martinique. De cultures très dominantes sur l'île, symbole d'un département ultra dépendant, obligé d'importer la majorité de son alimentation. Dans ce supermarché, 4 produits sur 5 ne viennent pas de Martinique. Du pain canadien, du miel moldave, de la nourriture qui vient de loin, vendue en moyenne 10% plus cher qu'en métropole. J'habitais en métropole avant et je suis venue vivre ici. Et en fait, quand on voit la différence des prix, c'est incroyable. C'est vraiment, on voit un écart de 2, parfois même 5, 6, même 10 euros. Le fromage râpé qui devait faire à peu près peut-être quoi, aux alentours de 5 euros le kilo, à peu près, ben on est à peu près à 10 euros, 11 euros, certains endroits, voilà. Donc c'est hallucinant. Alors la Martinique peut-elle vraiment retrouver plus d'indépendance alimentaire ? Depuis quelques années sur l'île, les initiatives se multiplient. Sur son exploitation, Jonathan Lery Agara s'est tourné vers une culture biologique diversifiée en plantant sur ses parcelles des semences venues notamment de l'étranger. Ça, c'est une requête en fait qui nous vient d'Italie. En Martinique, on a vraiment un manque de production en légumes-feuilles et le but, c'est de pouvoir rajouter de la production pour pouvoir arriver justement à cette souveraineté alimentaire. D'autant que le climat tropical est selon lui idéal pour ces plantations. Au total ici, une 50aine de cultures qu'il commercialise en circuit court mais aussi en supermarché. Cette diversité assure une meilleure régénération des sols et plus de sécurité financière, selon le maraîcher.
Le fait de pouvoir se diversifier, c'est aussi se garantir un revenu, garantir une sécurité, une pérennité dans l'avenir et puis aussi répondre le plus que possible aux besoins de son territoire. Lancer de nouvelles cultures, quand d'autres, pourtant historiques sur l'île, continuent d'être importés, comme le cacao. Pour inverser la tendance, Lucien Loury a décidé de replanter plusieurs centaines de ces cacaoyers sur l'exploitation familiale. Les arbres qui sont ici sont plantés il y a moins de 10 ans et ils sont déjà sur le 3e porté. Vous y attendiez ? Alors, je m'y attendais, mais j'étais un petit peu surpris quand même. Avec 40 autres producteurs martiniquais, il est suivi par cette association chargée de restructurer la filière délaissée depuis le XVIIe siècle au profit de la banane. On va pouvoir récolter ces cabosses-là quand à peu près? Celles-ci, elles vont pas tarder. Les deux grosses d'ici 2-3 semaines environ. 2-3 semaines, oui. On a été regarder dans la Caraïbe, là où ils n'ont pas arrêté, comment ils fermentent, comment ils transforment, comment ils cultivent, etc. Et aujourd'hui, ici, on réapprend toutes les pratiques culturelles. Aujourd'hui, si les cabossages, la fermentation reste artisanale, l'association espère tripler la production de cacao en 5 ans et convaincre les transformateurs de miser sur ces fèves martiniquaises. C'est la possibilité pour les chocolatiers français de dire on a la possibilité aujourd'hui de faire un chocolat 100% français. Mais consommer local, défendre la souveraineté alimentaire n'est pas encore un réflexe pour beaucoup de consommateurs. Exemple, dans cette usine de jus de fruits qui aimerait agrandir ses parts sur le marché local, ici, 30 tonnes de jus sont conditionnées chaque jour. Et le directeur l'admet, ces machines pourraient produire 2 fois plus. On a des machines qui sont un petit peu trop performantes ou qui vont un peu trop vite par rapport au marché de 300 000 habitants pour lequel on travaille. Alors, pour accroître la demande, la marque compte jouer la carte du local, améliorer sa visibilité. En apposant sur ses bouteilles cette pastille Cœur Martinique, qui garantit une production insulaire, objectif se différencier des concurrents européens. Ça permet d'éclairer immédiatement le jugement du consommateur. Et donc du coup, de pouvoir faire en sorte que demain, ils achètent systématiquement ces produits qui seront estampillés comme ça. Aujourd'hui, ce label Cœur Martinique regroupe 230 fabricants et agriculteurs sur l'île. Pour tendre vers davantage d'autonomie alimentaire, le département mise enfin sur le renouveau de la filière animale. En 3 ans dans le département, le nombre d'éleveurs a baissé de 20%. Alors, un plan massif d'investissement de plusieurs millions d'euros a été lancé pour notamment moderniser les élevages, les abattoirs et relancer les cheptels. Ici, avoir son petit potager est plus qu'une tradition. On l'appelle le jardin créole, un espace de permaculture où l'on mêle plantes comestibles et médicinales, un principe astucieux hérité des Amérindiens. Au lieu d'aller au libre-service acheter des épices, j'ai tout ça là. Le jardin créole est une tradition qui remonte aux Amérindiens, les premiers habitants de Martinique. À la fois pharmacie et garde-manger, ces potagers n'excèdent pas les 200 mètres carrés. José et sa femme n'ont pas besoin de plus pour être autosuffisants. J'en profite pleinement, par exemple, quand il s'agit de prendre 2 branches d'oignon là, ou du persil, ou du curcuma, ou des feuilles pour faire des infusions. Je profite bien, j'apprécie. Je pense que les jeunes maintenant, ils ne sont pas trop portés là-dessus. C'est dommage, parce que ça représente une certaine valeur, quoi. Le jardin créole s'est perdu au fil du temps. Pourtant, il incarne une solution face au gaspillage alimentaire. Chaque personne est son propre producteur. Il faut du temps et de l'énergie pour prendre soin de ce potager traditionnel. Heureusement, il y a Malik. Cet agriculteur passe souvent voir José pour lui donner des conseils sur ses cultures. C'est ma grâce. Je vais mes petites plantes médicinales. Très bien. Et on voit bien qu'il a du fruitier mélangé à beaucoup d'essence, donc médicinale et aromatique. Ouais, même des légumes, hein, puisqu'on voit il a ces petites fosses d'igname là qui poussent, hein, de l'herbage. Donc c'est vraiment très représentatif donc, du jardin traditionnel. Cette alternative agricole naturelle met l'accent sur des techniques comme la permaculture, le compost ou l'association d'espèces. J'encourage tous les Martiniquais à reprendre ce type de jardin chez eux. Le pays, on a besoin de ça. Et nous constatons que plus de 90% de ce que nous mangeons sort de l'extérieur. Je trouve ça excessivement grave. C'est d'ailleurs quelque chose que je fais chez moi en tant que producteur. C'est leur donner d'ailleurs des conseils
pour produire sainement. Donc sans engrais chimiques, sans pesticides. Le jardin créole donne des produits frais en grande quantité et surtout sains. Nous tous ces frères et sœurs, maman là nous entendez, maman là nous entendez, maman de la voisinage, maman où est la voisinage, maman qui est la voisinage.